Evelyne Laplace. Et n'oubliez pas, donc la session questions-réponses, ce sera tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi, vous m'honorez de votre présence aujourd'hui. Alors effectivement, vous voyez, le titre qui nous réunit aujourd'hui, c'est un titre important qui va me permettre d'aller casser quelques codes et de lancer un grand appel au courage. Appel qui, vous le comprendrez bien, dans les temps qui nous secouent actuellement, de transformation humaine, sociale, économique, politique et technologique, me paraît plus que nécessaire. Pourquoi ce sujet ? J'ai eu la chance, ça a été dit, d'avoir une responsabilité intéressante et un peu unique, qui a été celle d'être directeur du futur du travail et de la stratégie RH. Un métier qui m'a mis aux prises à la fois à la prospective, donc j'ai dû poser plein de questions sur ce qu'attendaient vraiment les collaborateurs pour mieux attirer, mieux fidéliser, mieux engager, et surtout réduire le fossé qui sépare les vraies attentes des collaborateurs d'un côté et les réalités organisationnelles un peu poussiéreuses qu'on a parfois de l'autre côté. Et je donne cet exemple édifiant. Vous avez dû lire le rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, en mars 2025, qui disait que le management français est de tous le pire de tous ceux qui ont été étudiés au sein de l'OCDE. La faute à la réunionite, au présentéisme, à l'obsession de l'égalité, mais surtout à cette espèce de volonté constamment de contrôle, ce manque de confiance qui est très caractéristique de notre management. Eh bien, moi j'ai voulu explorer la thématique sous l'angle de l'audace et du courage, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors d'abord, le monde change. Le monde change brutalement, vite, et notre réflexe RH et managérial à nous, en général, c'est de remettre du cadre. Parce qu'en général, on vient de cet environnement régalien, on vient du droit, on veut rassurer, on veut protéger. Nos DG nous donnent cette mission. Sauf qu'en fait, on est aux prises de transformations multiples. Nouveau modèle social. Il ne vous aura pas échappé, ça c'est les sociologues qui nous le disent, qu'on est passé de la société du nous, dans les années 80-90, extrêmement homogène, qu'on pouvait se représenter sous forme de lutte des classes. Et si vous apparteniez à un certain groupe social, vous avez plus ou moins les mêmes comportements d'achat, plus ou moins les mêmes comportements électoraux. On est passé de ça à la société du jeu, dans un très grand mouvement d'individualisation de la société et des usages, et qui se donne à voir dans ce que notre président appelait la Startup Nation. Oui, devenez le héros de votre propre vie, c'est un peu le motto des années 2020, si j'ose dire. Alors, un nouveau modèle social, de nouvelles générations. Alors, j'ai des jeunes gens en face de moi aujourd'hui, donc je ne peux pas faire la blague habituelle. Je m'adresse aux moins jeunes. Qui parmi vous ne s'est jamais plaint de la Gen Z, qu'on taxe très volontiers d'impatience, d'infidélité, de difficile à manager, etc. Il y a un peu de vrai. Mais regardez le monde du travail dans lequel ils œuvrent. Maxime Sbailly a fait une excellente étude qui montre que nos parents, donc les gens de la Gen X, 45-60 ans, mettaient en moyenne 20 ans pour doubler leur niveau de vie, par le travail salarié. La même question a été posée, les mêmes études économiques ont été faites pour la Gen Z, c'est passé à 80 ans. Et croyez-moi, les jeunes le savent. Alors évidemment, quand vous mettez 80 ans pour doubler votre niveau de vie, que les promesses d'ascension sociale, d'ascension de carrière sont beaucoup moins vraies qu'avant, que les promesses d'engagement qui étaient celles du monde salarié s'effondrent aussi, il n'est pas étonnant qu'effectivement, on ait des comportements un peu plus infidèles, un peu plus impatients, un peu plus délétères. Nouvelle donne géopolitique. Il ne leur a pas aussi échappé que le monde actuel est quand même extrêmement violent. On voit revenir le retour de la conflictualisation des rapports politiques, d'une reterritorialisation des rapports politiques, et que tout ça s'accompagne de transformations de nos modèles économiques, de comment on vend, et surtout de comment on engage nos talents. Où est donc passée la promesse de l'expatriation ? Où est passée la promesse de la mondialisation heureuse ? C'est terminé. Il faut apprendre à retravailler avec ça. Et puis enfin, une nouvelle technologie. On a beaucoup parlé d'IA pendant ces 2 derniers jours. L'IA est en train de révolutionner complètement la manière qu'on a de travailler, mais surtout d'apprendre. Quel prof, un peu intelligent, aujourd'hui, donne un devoir maison évalué à ses élèves ? Franchement, quel intérêt ? Cet exemple-là montre bien à quel point tous nos modèles sont en train de s'effondrer. Je ne cite que ces quelques exemples, mais ça illustre bien pourquoi, aujourd'hui, nous, des RH, on ne peut plus se réfugier seulement derrière nos réflexes régaliens, ça ne marche plus. Parce que face à ce que je viens de dire, face aux transformations sociales extrêmes que je viens de mentionner, quand j'interroge les DRH,
Leur réflexe immédiat, c'est sécuriser. On standardise. On remet des process là où il y avait de la confiance. On parle de bonnes pratiques. On parle de cadre. On parle de ce qui a déjà fait ses preuves. On dit vouloir protéger le collectif. Ou tout ce genre de blabla interminable qui cache surtout une énorme angoisse. Et ça, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Autant de bonnes intentions qui se heurtent à une réalité cruelle. Pendant qu'on consolide l'existant, le travail, les individus, eux, continuent de changer. Et plus on va mettre de la règle, plus on va verrouiller, plus on va interdire à l'organisation d'évoluer et de faire évoluer les modes de travail, de recrutement, d'engagement qui vont avec. On croyait se protéger. La vérité, c'est qu'on orchestre notre propre déconnexion vis-à-vis du terrain. Sincèrement, il y a un reproche qu'on fait souvent à la fonction RH, et vous le savez mieux que moi, c'est celui d'être la fonction qui dit non, la fonction qui ne veut pas essayer, la fonction qui, quand on va la chercher pour lui dire « tiens, j'ai un problème avec un tel, tiens, j'aimerais bien essayer ça », qui vous dit « non, on ne peut pas faire parce que c'est interdit par le droit du travail ». Et quand ce n'est pas interdit par le droit du travail, c'est interdit par des soi-disant dispositions d'assurance. D'ailleurs, c'est un petit tip que je vous donne. Quand un RH ne veut pas faire un truc, il vous dit qu'il y a un problème d'assurance. Creusez, parce qu'en général, c'est du pipeau. Hein. Mais ça veut dire quelque chose. Bon. Ça montre notre fébrilité. Je prends un petit exemple sur le télétravail, qui est un sujet qui est si crispant pour beaucoup. Le réflexe de nos DRH, quand les choses commencent à s'échapper un petit peu, c'est de dire alors on va remettre de la règle, on va ramener les gens au bureau, et puis il faut venir le lundi et le vendredi, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faudrait quand même pas prendre un week-end de 3 jours, et puis il faut venir le mercredi, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas garder les enfants. Elle est où la confiance ? Elle est où l'intelligence du modèle qui n'utilise pas le télétravail comme le formidable outil de flexibilité qui pourrait être ? Il n'y a rien qui va là-dedans. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont nous, RH, on a l'habitude de prendre les sujets. Quand les choses échappent à notre contrôle, on cherche à remettre de la règle là où il aurait fallu mettre de l'intelligence. La vérité, c'est que le DRH n'est plus là aujourd'hui face aux transformations importantes du monde pour seulement protéger et cadrer l'existant, mais surtout pour organiser le déséquilibre. C'est ça notre mission. Parce que la vérité, c'est que le monde ne reviendra jamais à une situation de stabilité. Il faut qu'on apprenne à vivre avec l'instabilité permanente et l'inconfort qui va avec. Et pour nous, aficionados du droit, aficionados de la règle, c'est un changement de posture radical. C'est ce que j'appelle de mes voeux, passer de la fonction qui dit non à la fonction qui dit pourquoi pas. Veuillez m'excuser. Alors on fait comment ? C'est bien beau d'avoir des intentions, encore faut-il les transformer. Je vous propose 4 axes, 4 principes de transformation très concrets avec des exemples à la clé. Le premier, un accent mis sur la veille sociale, culturelle, économique, technologique et réglementaire. Je connais trop peu de DRH qui passent vraiment du temps à aller explorer le futur, à aller se demander ce qui va se passer, à faire de la prospective, à mettre en place une cellule de veille active qui permet de savoir ce qui va nous tomber dessus demain, dans quelques mois, dans quelques années. La Gen Z, là, dont tout le monde se plaint, on savait qu'elle allait arriver. Les sociologues avaient fait des études sur elle. Elle était capable de la qualifier. Pourquoi personne n'a pas agi ? Pourquoi personne n'a agi ? La transparence salariale, où je vois des dizaines de DRH ou d'équipes RH complètement noyées sur la question, ça fait 4 ans qu'on sait qu'elle va arriver. On n'aurait pas pu se préparer ? C'est notre rôle de préempter tous ces changements et de se préparer en amont. Alors on fait comment ? Faites faire ce travail par l'IA. Vous avez aujourd'hui des ressources formidables pour créer des agents IA qui font la veille à votre place. Très facile. J'ai fait une petite pratique que je vous conseille, que je vous recommande, qui s'appelle l'infographie COMEX. En gros, je faisais 1 fois par mois une infographie très simple, très visuelle, avec les grandes news people qu'il ne fallait pas louper, et en quoi elles peuvent impacter notre business. Ça, c'est facile et ça engage votre leadership avec vous sur vos actions RH. Mon préféré, c'est le talk show RH. Faites un vrai talk show people. Vous invitez des gens d'autres entreprises qui racontent leurs pratiques, invitez des managers, et là, tout le monde est inspiré. Sincèrement, ça marche hyper bien. Deuxième principe, test, learn,
adjust, plutôt que statuer et figer. Vous le savez bien, et ça c'est un précepte que je prends de la tech, plus vite on expérimente, plus vite on itère, plus vite on apprend. Or, nous, notre réflexe, c'est de mettre des consultants ou des gros cerveaux dans une salle, de les laisser bosser pendant 6 mois, sans aucune consultation des gens qui sont impactés par les sujets, bien sûr, hein, et ensuite d'arriver avec un process, avec une règle, et cette règle, elle est inattaquable. C'est le pire de ce qu'on puisse faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les situations sont tellement complexes, tellement nouvelles, appellent à tellement de flexibilité qu'il faut, dès qu'il y a une bonne idée, la tester tout de suite, mettre en place des indicateurs clairs pour vérifier la qualité, la performance, l'engagement, etc. et voir par rapport au réel si ça marche. Si ça fonctionne, on étend. Si ça échoue, on apprend. Mais dans tous les cas, on est gagnant. Et surtout, sur l'IA, qui fait peur à tout le monde. Testez maintenant. Il y a plein de technologies que vous pouvez tester très facilement sur des bouts de process. Vous augmentez le niveau d'acculturation et vous faites progresser tout le monde. Troisième principe, excusez-moi, la dérigidification des organisations et l'impact donné aux collectifs de terrain. Sincèrement, je crois qu'en France, et ça c'est l'IGAS qui nous le dit, on est complètement sclérosé par notre délire de la réunion, notre délire du reporting et l'incapacité qu'on a à donner des mandats clairs aux équipes locales pour décider elles-mêmes ce qui est bon pour elles. Ce que je propose, c'est la subsidiarité intelligente. C'est de dire que tout ce qui peut se décider au niveau le plus bas de l'organisation par les équipes elles-mêmes doit être transcrit et leur donner toute autonomie pour décider dessus. Ne remonte que ce qui peut faire l'objet d'une harmonisation ou d'une collectivisation, parce que c'est des sujets complexes, ou qui peut faire l'objet de sujets d'arbitrage. C'est l'inverse total de la logique, vous savez, top-down qu'on voit dans la plupart des organisations, qui est très à l'œuvre maintenant, particulièrement maintenant, parce que le monde se tend, parce que les sujets deviennent complexes, nos dirigeants redeviennent contrôle fric, si j'ose dire, et on fait remonter les choses dans la machine. Je propose l'inverse. Cette subsidiarité intelligente, elle a été testée partout dans le monde. Il y a des dizaines d'études de cas qui démontrent à quel point ça libère les individus, ça libère la créativité, ça libère l'audace, et surtout vous gagnez en innovation réelle et en engagement réel. Je le redis, hein, regardez les stats d'absentéisme, regardez les stats sur l'engagement, l'absentéisme explose d'année en année, l'engagement baisse d'année en année. C'est précisément à cause de ce rapport au contrôle extrême qu'on a mis en place que les choses fonctionnent de cette façon. Ce que je propose pour répondre à ça, premièrement, bannissez le PowerPoint par pitié de l'animation des réunions hebdomadaires, mensuelles, etc. Ça ne sert à rien, ça crée de la charge, ça crée de la rigidification organisationnelle, ça embête tout le monde. Je propose bien mieux la technique qui est d'ailleurs maintenant bien connue, que Amazon a testée, mais que bien d'autres font, qui est celle du pré-read, hein, c'est-à-dire que vous donnez de manière écrite, pleine et entière, pas dans des slides PowerPoint que vous alignez avec votre meilleur camailleux de bleu, hein, mais un vrai travail écrit dans lequel vous argumentez, vous proposez des objectifs, une problématisation et des axes de solution, vous faites gagner du temps à tout le monde, vous fluidifiez l'organisation et vous accélérez considérablement le temps de prise de décision, premièrement. Deuxièmement, cassez, vous me feriez vraiment plaisir si vous faisiez ça, hein, cassez l'idée selon laquelle on a besoin de se voir une fois par semaine pour savoir ce que les gens font. Ça ne sert à rien. Hein. La réunion hebdomadaire, la réunion mensuelle, pire, le point hebdo, hein, juste pour savoir ce qui se passe, c'est juste du contrôle déguisé. Hein. Vérifiez la valeur ajoutée de chacune de ces réunions, et si elles ne servent à rien, faites-les sauter. Et là, vous aurez moyen d'aller chercher du temps, d'aller chercher du gain de productivité, etc. Et enfin, sur la question des rôles et responsabilités dont j'ai parlé, la méthode que j'utilise souvent, c'est celle des lignes rouges et des lignes vertes. Bien évidemment que l'organisation ne peut pas être seulement un territoire entièrement autogéré dans lequel les gens font ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas. Il y a des choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord. C'est ce que j'appelle les lignes rouges. C'est ce qui est rigide. C'est le cadre qui ne doit pas bouger. C'est ce sur quoi on doit tous se mettre d'accord et s'articuler collectivement pour le faire vivre. Dans un reporting minimaliste, le plus souvent, et qui permette à chacun de savoir ce qu'on fait. Le reste, ce sont les lignes vertes. C'est votre territoire de liberté. C'est là où, justement, vous exploitez la marge de créativité des individus pour faire émerger le savoir collectif, parfois individuel, et voire même des modes de gestion individuels. Et donc là, on arrête de se chamailler sur 3 jours de télétravail, 2 jours de télétravail, et puis pas ci, pas ça. Non. On donne vraiment à voir ce qui est important pour les gens. Dernier principe,
passer de l'obsession égalitaire à l'équité, j'y tiens beaucoup. Je l'ai dit, en France, on est obsédé par cette question de l'égalité. Alors c'est historique, hein. On a une histoire qui est fortement imprégnée de cette notion. Mais en fait, elle a donné lieu en RH à une aberration qui est le nivellement par le bas de toutes nos pratiques RH par peur de l'abus. Et donc ça donne des gens qui vous disent « Oui, mais regardez, là, on a mis ça en place, il y a 3 Pékins là, qui resquillent, et donc il faut qu'on l'annule ou qu'on le minimise parce qu'on a peur qu'ils resquillent. » Je reprends l'exemple du télétravail. J'ai plein de dirigeants, quand je creuse vraiment la question, qui me disent honnêtement « Mais non, il n'y a pas de problème de productivité, il n'y a même pas de problème d'engagement ou de lien à l'entreprise, il y a un problème qui, moi, me rend dingue, c'est eux qui parlent, hein, pas moi, qui, moi, me rend dingue, c'est que je sais là que dans le groupe, il y en a 3 ou 4 qui glandent chez eux. Ça les rend fous. Mais le problème, c'est le télétravail ou c'est le glandeur? Alors agissez sur le glandeur et foutez la paix au télétravail. Et vous voyez que cette logique de l'obsession égalitaire nous fait dire qu'il faut donner la même chose à tout le monde en limitant les abus, et ça ne marche pas du tout. Bon, je faisais un petit trait d'esprit, la vérité c'est que notre histoire syndicale a aussi beaucoup œuvré à cette question égalitariste. La solution à ça, évidemment, c'est l'équité intelligente. L'équité, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut une symétrie des attentions, mais pas une symétrie des résultats. Pour la simple et bonne raison que chaque individu est différent et que je n'ai pas les mêmes besoins si je suis un jeune parent, que si je suis un jeune diplômé, que si je suis un pré-retraité ou que si je suis en situation de handicap. Et que j'ai besoin d'avoir une réponse personnalisée par rapport à chacun de mes enjeux au moment où je les confronte. Quand je suis un jeune diplômé, que je n'ai pas d'enfant et qu'on me dit bah, « c'est génial, j'ai une crèche », oui, bah, c'est très bien, tant mieux pour toi, mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Rien. Comment on fait pour gérer ça? Je propose le crédit social ou le crédit corporate, qui est cette idée que quelques boîtes mettent en œuvre, que j'aime beaucoup, qui est d'accorder un crédit financier à chaque collaborateur, mettons 5 000 € par an, que vous pouvez dépenser dans une multitude de choses. Ça peut être de la crèche, si vous avez besoin d'une solution de garde, ça peut être de la formation plus en dehors des systèmes de formation de l'entreprise, ça peut être du matériel pour télétravailler, ça peut être un break parce que vous en avez besoin, bref. En fait, moi, je m'en fous de ce que vous choisissez. Ce qui compte, c'est que vous donniez votre plein potentiel. Et cette logique de crédit social, c'est bien la symétrie des attentions, mais pas la symétrie des résultats. Et puis, comment faire ça? Comment aboutir à des solutions plus personnalisées? Moi, je propose la solution des personas, que vous connaissez bien en marketing, qui consiste à personnaliser des archétypes en fonction d'un certain nombre de variables sociodémographiques ou de préférences de travail, etc. Et en fait, ça permet de se mettre à la place de ces personnes. Une fois que vous avez fait ça, vous organisez des groupes de travail avec les personnes concernées et vous leur posez une question, qui est celle que chaque DRH devrait se poser, plus que tout autre, plus que le respect de la règle, plus que le respect de la compliance, plus que n'importe quoi. De quoi avez-vous besoin pour donner votre plein potentiel? Si vous posez cette question-là, les gens vont vous répondre des choses très intéressantes. Dans le lot, il y en a 50% que vous ne pourrez pas faire, parce que le droit du travail ne vous y autorise pas, parce que culturellement ça ne marche pas, parce que si, parce que ça. Mais il y en a 50% que vous pouvez faire, et parmi ces 50%, il y en a 10% que vous pouvez faire demain, quick win, et là vous allez mettre un grand sourire à tout le monde. Croyez-moi que pour un salarié aidant, vous êtes capable de trouver une petite poche de flexibilité qui lui permet de mieux gérer sa vie d'aidant, vous lui changez la vie. Et vous, ça ne vous coûte rien. Voilà ce genre de choses, voilà comment on peut passer de l'égalité à l'équité. Alors, si vous avez bien suivi mon raisonnement, ce monde qui change, brutal, difficile, avec le retour de la conflictualisation, avec une nouvelle technologie qui change complètement nos usages, notre rapport au travail, à l'éducation, etc. Notre réflexe régalien, c'est celui de protéger, de sécuriser, de cadrer. Je vous appelle, chers praticiens RH, à dépasser cette peur rationnelle pour aller chercher des poches d'innovation, parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'on gagnera la guerre des talents, qui est si forte, et qu'on pourra surtout souverainement créer des avantages compétitifs RH. Les 4 principes que j'ai donnés permettront de créer une très très forte valeur ajoutée humaine et organisationnelle, et surtout armer nos organisations pour faire face à ces changements brutaux. Sans bullshit, sans valeur pimpante, sans PowerPoint. Je le dis très clairement, le futur du travail ne se gère pas à la défensive. Il se construit lucidement, courageusement, souvent contre les réflexes dominants. J'en terminerai en vous disant que dans 5 ans, quand on regardera en arrière, les organisations ne se demanderont pas « avons-nous été prudents ? Avons-nous cadré ? Avons-nous respecté les règles ?» Elles se poseront une question «
avons-nous eu le courage d'essayer pendant que les autres attendaient? Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Kevin, merci beaucoup. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez bien haut la main et une hôtesse viendra vous voir avec un micro et vous pourrez donc poser votre question. Des questions, des réactions, c'est des sujets brûlants sur lesquels on a tous un avis, donc je vous en prie, n'hésitez pas. On a des timides ce soir. Ah, des timides, hein. On a des timides où vous avez été très clair. J'espère que c'est la deuxième option. Pas de questions donc pour Kevin ce soir. Bon bah écoutez, on n'a que des timides. C'est pas Si grave. vous êtes trop timide, n'hésitez pas à venir me parler en privé. Je reste là pendant quelques minutes et en dehors. Et surtout que tu as une séance de dédicace. Et j'ai une séance, oui, absolument, merci beaucoup. À 17h10. À Au stand 17h10. librairie, c'est P83. Et vous allez voir, voilà, il y a plein d'autres livres aussi à découvrir. Et puis vous avez notamment Kevin qui sera là. On a une question finalement. Ah bon bah alors. Kevin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur le pré-read d'Amazon? J'ai pas tout compris. Merci. Ah bah voilà. La pratique organisationnelle qui est faite par Amazon ou par d'autres boîtes, c'est cette idée qu'en fait, pour prendre des bonnes décisions en réunion, on n'a pas besoin de découvrir le document pendant la réunion et de s'en faire une lecture par la personne qui est en face de nous. Si on envoie les bons documents avant et qu'on demande précisément aux participants de la réunion ou aux personnes concernées exactement leur niveau de contribution, très précisément, voici les documents, c'est ça le pré-read, voici les questions qu'on veut aborder pendant la réunion et le niveau de décision attendu. De cette façon, ils ont réussi à réduire considérablement le temps de réunion. Il n'y a plus une réunion qui dépasse 1 heure chez eux. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est plutôt 25 minutes. Et donc, ça change de l'aberration organisationnelle qu'on connaît bien en France, qui est des réunions de 2 heures par défaut, dans lesquelles on se dit n'importe quoi, et sur comment ça va, et toi, tu fais quoi, alors qu'on s'en fout. Donc, en gros, ça veut dire que l'individu a plus de travail, puisqu'il doit lire le document, l'analyser et proposer une décision avant d'arriver à la réunion. Donc, ça s'ajoute à son travail quotidien, quoi. Je ne le vois pas comme ça. C'est plutôt un transfert de temps inutile en réunion synchrone à un temps asynchrone. Ce qui permet à l'individu de choisir le moment où il fait ce travail de préparation et ensuite de déployer simplement le nécessaire pendant une réunion qui est écourtée, si vous voulez. Mais merci, j'aime beaucoup la question. Bah merci. Ah, oh bah vous voyez. Ça y est, c'est bon, c'est lancé. La première question qui est dure. Bonjour et merci pour votre discours. J'avais 2 réactions. La première, vous dites de se concentrer sur l'équité. Or, le rapport de l'Observatoire de l'inclusion montre que c'est justement que là-dessus qu'il y a le plus de budget et que les actions, à l'inverse, ressenties par les collaborateurs sont les moins fortes sur ce thème-là. Donc, pour ma part, je suis un peu étonnée de cette recommandation-là. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas entendu dans votre discours d'évocation du développement des compétences ou de la formation, notamment aux enjeux de la transition écologique. Or, pour moi, dans les attributions du DRH, il y a de plus en plus, côté opérationnel, le volet social et sociétal de la RSE. Donc, je voulais bien votre avis sur cette question. Bien sûr. Alors, sur l'équité, la réponse, elle est simple, c'est qu'elle est mal faite. Et c'est très clair, tous les dispositifs qui ont été analysés ne sont pas des dispositifs d'équité, c'est des dispositifs d'égalité déguisés, sous couvert de diversité et inclusion, en plus, ce qui est très hypocrite de la part des dispositifs en question, parce qu'on n'a pas encore réussi à enclencher une vraie démarche. Donc là, on est en transition en fait sur ce sujet, c'est pour ça que ça ne prend pas. Et c'est pour ça que les collaborateurs sont très suspects en général quand on commence à leur poser ce genre de choses. Par contre, la deuxième remarque que vous faites, elle est très juste. Le DRH, si vous voulez, aujourd'hui, devient un DRH augmenté. J'ai parlé au tout départ de la question de la veille, qui doit évidemment être réglementaire, technologique, sociale, mais bien évidemment environnementale. Et ce qu'on s'attend, j'ai travaillé en prospective sur le sujet, on s'attend à ce que le DRH devienne une sorte de espèce de secrétaire général plus, qui aurait dans ses attributions évidemment cette question du développement des compétences et de la conscience de manière générale environnementale, développement durable et compétences du futur, et connecté à une logique Global Affairs qui dit que finalement on n'œuvre pas en vase clos, mais qu'on œuvre dans un écosystème et que cette logique doit être aussi intégrée dans les responsabilités du DRH. Ah ben on a une dernière question. Ah, il y a madame. Ah oui. Je viendrai vous voir après, je vois qu'on est en... Madame, vous en avez? Ah non, d'accord. Alors c'est bon, on peut y aller. Ouais, il nous reste 1 minute, rapidement. Je vais parler à tout de suite. Non, je voulais revenir sur l'impact donné au niveau le plus bas.
Et je me disais concrètement, on fait comment dans l'entreprise pour donner de l'écoute et donner l'autorisation de s'exprimer aux gens qui sont en bas. On leur a tellement dit qu'il fallait qu'ils se taisent parce que si jamais ils faisaient une erreur, pan, ça allait tomber. Comment tout d'un coup les libérer de cette peur de faire une boulette et au contraire de leur donner la créativité au niveau le plus bas. Est-ce que vous avez une idée Bien de sûr. comment on fait en concret? En fait, ça, c'est sur la question de la responsabilisation et de qui détient les objectifs, qui a le mandat de décision. À partir du moment où vous êtes responsabilisé au sein de votre équipe sur la nature de ce que vous faites, vous avez avec logique de cascade des objectifs. En gros, il y a les priorités stratégiques qui se déclinent sous forme d'objectifs stratégiques, se déclinant eux-mêmes en objectifs de division, puis d'équipe, puis individuels. Si cette cascade-là est très claire, vous savez à quoi vous contribuez, vous savez quel est votre champ de responsabilité et votre champ de valeur ajoutée. Ensuite, vous mettez en place la subsidiarité intelligente dont j'ai parlé, qui dit que tout ce qui peut être décidé au niveau le plus bas, l'est. C'est un changement radical de culture, puisque normalement, tout ce qui peut être décidé au niveau le plus haut l'est, et ne reste que ce qui... Donc là, c'est un changement de logique totale. Vous le formalisez dans un manifesto, et par contre, ça augmente le niveau d'exigence. C'est évident. Mais l'individu et l'équipe sont responsabilisés sur leur champ de responsabilité. Et dans ces cas-là, ça se passe beaucoup mieux. Le groupe Haier en Chine, par exemple, fait ça très bien. Le groupe Vinci en France a lancé des expérimentations sur ce sujet qui se passent aussi très bien. Et pour le coup, le niveau d'engagement des équipes a doublé, triplé. Enfin, c'est radical. Merci Kevin. Et puis on te retrouve donc dans Merci un à petit quart tous. d'heure C'est ça. au un petit stand quart d'heure. librairie P83. Merci Merci. beaucoup Kevin.